certains spécialistes parlent d'un programme d'ajustement structurel qui va être imposé au Sénégal. Et là, nous avons malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, un régime de collecteurs d'impôts et de vendeurs de parcelles qui ne s'y connaissent pas trop bien en finance internationale. Là, de façon politico-politicienne, on nous parle de diaspora bon, mais ce qui s'est passé avec le dernier appel à l'épargne publique, ce n'était pas des diasporas bons. La diaspora n'a pas participé. Même si on a fait un appel de 300 milliards, on a eu 450 milliards au total, mais on attend qu'on nous montre les chiffres officiels avec les différentes participations, que ce soit des institutions, que ce soit au niveau de la diaspora. Et si la diaspora peut contribuer plus avec des diasporas bons où il y aura des intérêts à récupérer plus tard, pourquoi ne pas y aller? Le défi, c'est le défi de la mobilisation. Est-ce que le gouvernement Sonko réussira à mobiliser, à fédérer cette diaspora? On parle de 700 000 personnes disséminées un peu partout dans le monde. Est-ce que Ousmane Sonko et son gouvernement réussiront à les mobiliser, à les fédérer afin qu'ils puissent participer à cette levée de fonds? C'est là la grande question qu'on se pose. Ce sera le dernier sujet de cette édition, la crise économique au Sénégal et le gouvernement qui appelle au secours de sa diaspora. Alors, je vais rappeler quelques chiffres. La dette publique a atteint 119% du PIB à la fin de l'année 2024. Et selon certaines sources, le déficit budgétaire structurel est de 14%. Alors, et en réponse du coup à cette situation, le gouvernement a mis en place des diaspora bonds, qui je crois avaient été déjà appliqués en Inde ou dans d'autres pays en Asie. Exactement. Obligation destinée donc à la diaspora, insérée dans le plan de redressement économique et social. L'objectif est de mobiliser jusqu'à 1 800 milliards de francs CFA sur 3 ans. Et à cela s'ajoute, ces 1 800 milliards s'ajoutent aux 450 milliards de francs CFA levés suite à une des dernières opérations d'appel public à l'épargne. Somme d'ailleurs supérieure à ce qui était espéré. Alors, bon, le Sénégal, qui, on avait parlé récemment, souffre de quelques bisbilles entre son président et son Premier ministre. Là, sur la question de la dette, il y a aussi, on rejette facilement la faute sur le gouvernement précédent, sur Macky Sall. Bon, quelle est la part de responsabilité? Est-ce que c'est encore un héritage lourd à porter pour Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement Sonko? Est-ce qu'il y a aussi la problématique du message envoyé auprès des militants du PASTEF, parce que ça devait être une politique de rupture, plus de dépendance internationale, et là on retombe dans la logique un peu plus traditionnelle. Ah oui, vous savez, c'est les aléas de la communication politique, surtout c'est une communication politique, politico-politicienne, parce que ça a commencé toute cette histoire avec une première bourde de l'actuel Premier ministre qui avait parlé d'un compte découvert avec 1 000 milliards de francs CFA. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu la preuve. Et la deuxième bourde, et c'était la plus importante qui nous a conduit directement dans cette situation, c'est une supposée dette cachée de l'ancien régime. Et ce qui a mis tout le pays en émoi, et nos partenaires au développement, et notre premier partenaire qui est le Fonds monétaire international, parce que s'il y a une dette cachée et que le principal partenaire qui est le FMI n'est pas au courant, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où passent toutes les devises des pays membres, n'est pas au courant, ça pose problème. Et donc c'est à ce niveau qu'on est arrivé. Et donc jusqu'à présent, l'actuel gouvernement avait promis un rapport au FMI. Et ce rapport n'est toujours pas sur la table. Il y a quelques jours... C'est un rapport oral, c'est pas écrit. Ouais, mais nous autres citoyens, on a besoin de voir ce rapport pour nous faire des preuves. Et là, il y a une délégation, une sorte de... Le rapport était caché comme le déficit. Voilà. Il y a une dream team qui a été envoyée à Washington pour négocier. Mais on sait que même si au niveau du communiqué officiel, on a essayé d'arrondir les angles, mais en lisant entre les lignes, on sait que bon, voilà, le FMI
va nous imposer ses propres procédures et asseoir son propre programme. Certains spécialistes parlent d'un programme d'ajustement structurel qui va être imposé au Sénégal. Et là, nous avons malheureusement, j'ai l'habitude de le dire, un régime de collecteurs d'impôts et de vendeurs de parcelles qui ne s'y connaissent pas trop bien en finance internationale. Là, de façon politico-politicienne, on nous parle de diaspora bon, mais ce qui s'est passé avec le dernier appel à l'épargne publique, ce n'était pas des diasporas bons. La diaspora n'a pas participé. Même si on a fait un appel de 300 milliards, on a eu 450 milliards au total, mais on attend qu'on nous montre les chiffres officiels avec les différentes participations, que ce soit des institutions, que ce soit au niveau de la diaspora. Mais en tout cas, pour moi, et ce que je constate en tant qu'acteur de la diaspora, c'est une arnaque politique. Et la diaspora ne peut pas continuer à être la vache laitière. Parce que les derniers chiffres de 2023, collectés au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, font état de 1818 milliards de francs CFA envoyés par cette diaspora. Ouais. Ça veut dire si on veut vraiment impliquer la diaspora dans le développement du pays, on doit s'y mettre autrement. Il faut qu'on parte sur la base d'une co-construction. Parce que la diaspora, cette diaspora sénégalaise, elle est associative, elle est entrepreneuriale, elle est civile. Donc, il faut qu'il y ait cette co-construction, qu'on l'implique, mais pas seulement qu'on la traite comme vache à lait. Déjà, à la fin du mois, 90%, ou bien on peut dire 99% des membres de cette diaspora envoient les frais de scolarité. Ouais, j'ai les chiffres, par exemple, selon la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, les quelques 700 000 Sénégalais installés à l'étranger contribuent à en effet près de 12% du PIB du pays en 2023. Oui. Chaque année, ils transféreraient près de 1 000 milliards, ce que vous disiez, de francs CFA. Donc c'est à peu près 1,52 milliard d'euros. Voilà. Oui, c'est les chiffres officiels de 2023, c'est 1818 milliards, soit une progression de 8% par rapport à l'année précédente. Donc si il y a une démarche qui a été faite. Ça veut dire quand on arrive au pouvoir, on constate l'existant. S'il y a des choses à améliorer, on les améliore. Il y a un processus qui était là. Pour des raisons politico-politiciennes, on veut tout mettre à plat pour dire, bon voilà, c'est la faute aux autres. Non, il y a un processus qui a été déjà entamé. On a parlé de la diaspora 15e région. Avec le président Macky Sall, il y a une nouveauté qui a été introduite, ça veut dire au niveau de la France et un peu partout dans toute la diaspora, on a nommé des consuls généraux issus de cette diaspora. Ça veut dire pour être en adéquation avec la problématique de la diaspora. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui dorment dans... On connaît deux institutions françaises, que c'est la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole et BNP Paribas, où les Sénégalais, si je prends l'exemple de la France, ont des comptes. Les derniers chiffres qu'on avait, je vais peut-être dévoiler un secret, les derniers chiffres qu'on avait, c'est 3,4 milliards d'euros qui sont dans ces comptes. Comment faire pour que cette diaspora, ou bien ce membre de la diaspora qui met 10 euros par mois pour son fils, comment faire de telle sorte que cet argent puisse être récupéré? On avait déjà émis l'idée d'une banque de la diaspora. Exactement. Mais quand on met une banque de la diaspora, il faut que ces membres de la diaspora soient acteurs. Ça veut dire qu'ils siègent au niveau du conseil d'administration, parce qu'il y a un exemple qui était là du temps du Parti socialiste avec la Banque nationale de développement du Sénégal, oui. BNDES. Au niveau de cette banque, les membres de la diaspora avaient acheté des actions. Et quand cette banque a périclité, ils n'ont jamais été remboursés. Quand nous visitons certains foyers, il y a des vieux qui sont encore là, qui nous sortent des actions de l'époque. Ils disaient, jusqu'à présent. Donc, il faut s'installer dans une démarche de co-construction avec cette diaspora. Et les sommes recherchées par l'actuel gouvernement peuvent être facilement récupérées au niveau de cette diaspora. Mais ces levées de fonds que nous constatons, et le dernier appel, moi je vous dis qu'il y a une partie de cet argent, c'est des prêteurs qui l'ont investi. Ça veut dire qu'on risque de voir la dette du Sénégal entre les mains de personnes qu'on ne connaît pas.
Pour conclure, Imric, parce qu'il reste vraiment quelques secondes, est-ce que là on est sur un exemple d'abus caractérisé de la diaspora pour soutenir les pays africains? Non, je ne soutiendrai pas forcément cette manière de penser. Quand on est originaire d'un pays, on est également appelé à contribuer de manière profonde à son développement, même si on vit dans un autre pays. Quoique la diaspora envoie déjà énormément et contribue énormément au PIB du Sénégal. Oui, mais sans la reconnaissance en retour sur un plan politique, je crois qu'au Sénégal, il y a 15 députés qui représentent la diaspora au Parlement sénégalais, quelque chose comme ça. Ouais. C'est souvent ce qui est reproché. Les gens de la diaspora disent on paye, mais sur un plan politique et national, on n'est pas forcément très bien représenté ou très entendu. Le niveau où on est actuellement, il ne s'agit pas de parler de retombées politiques ou de mécanismes pour associer de manière profonde une classe de la population et tout. C'est comment sauver l'économie sénégalaise. Et si la diaspora peut contribuer plus avec des diasporas bons où il y aura des intérêts à récupérer plus tard, pourquoi ne pas y aller? Le défi, c'est le défi de la mobilisation. Est-ce que le gouvernement Sonko réussira à mobiliser, à fédérer cette diaspora? On parle de 700 000 personnes disséminées un peu partout dans le monde. Est-ce que Ousmane Sonko et son gouvernement réussiront à les mobiliser, à les fédérer afin qu'ils puissent participer à cette levée de fonds? C'est là la grande question qu'on se pose. Mais je sais une chose, je sais que ces jeunes qui sont au pouvoir et qui savent comment lever des fonds, même si c'est à l'interne et qu'ils ne comprennent pas forcément comment on le fait sur le plan international, ils ont de la bonne volonté. Et cette bonne volonté, la population sénégalaise la voit. La population sénégalaise certainement saisira cette bonne volonté pour pouvoir se mobiliser. Ils ont comme idéologie de s'affranchir de la mobilisation de fonds sur le plan international ou via les institutions internationales. Et ça, c'est une question de souveraineté. Est-ce que la souveraineté donnera plus de résultats que la mobilisation de fonds via le FMI, via les instances de financement à l'international? On se pose la question, on verra dans quelques jours ce que ça va donner. Eh bien, merci à vous, messieurs, Alfred, Grégory, Émeric et Benyassi pour cette très belle émission. Voilà, nous avons parlé donc de Madagascar, de la France, le Cornu, deuxième épisode, et donc du Sénégal. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonne suite de programmes sur Global Africa Télé Sud et à très vite.